Donc, de près 12 mois au plus tard, avant 6 ans, il faut se faire vacciner. On passe à notre troisième virus, le virus de la rougeole. Donc, on a vu para-influenza virus, donc 1, 3, 2, bien sûr, et 4 qui se subdivisent en 4A et 4B. Les rubéolavirus sont les virus, bien sûr, des oréons. Et là, on va passer au virus de la rougeole. Virus de la rougeole, classification, je vous ai dit tout à l'heure, Paramyxovirinae, donc de la famille Myxovirus, morbillivirus, plus exactement, virus de la rougeole. Donc, premier point, on va faire un petit point d'épidémiologie. Le réservoir, c'est du virus, c'est l'homme malade. Il faut comprendre quand on dit le réservoir est l'homme malade, ça veut dire qu'on peut éradiquer cette maladie. Le problème se pose avec généralement les réservoirs où le réservoir du virus est humain et bien sûr est animal. Parce qu'on ne peut pas créer un vaccin, on ne peut pas vacciner tous les animaux, ça ne peut pas exister, on ne peut pas vacciner les animaux sauvages, ainsi de suite. Tandis que quand le réservoir du virus est l'homme malade, il y a une probabilité pour éradiquer la maladie. La rougeole est très contagieuse. Elle va se transmettre par voie aérienne, comme tous les virus qu'on vient de voir. Je vous dis, la base, c'est tous, ils vont causer presque tous des infections respiratoires au départ. Ils vont tous avoir des manifestations respiratoires. Virus éliminés dans la gorge, les urines, le sang et les sécrétions conjonctivales. Pour les oréons, je vous ai dit, ça va être la salive, les urines, et bien sûr, on va le retrouver au niveau du LCR puisqu'il cause des méningites. Ça va survenir par des petites épidémies hivernales. Donc, au début, j'allais vous dire, c'est comme les oréons. Donc, on a souvent des épidémies hivernales. La plus grande cause de mortalité infantile entre 1 et 5 ans. Vous réalisez, alors qu'il y a des alternatives. Dans les pays sous-développés, on peut avoir plus de 2 millions de décès chaque année. Elle atteint les nourrissons dès que les anticorps transmis par la mère ont disparu. Donc, au départ, le nouveau-né, il est protégé grâce aux anticorps de la maman jusqu'à 6 mois. Dès la disparition des anticorps, il peut contracter la rougeole. Dans les pays développés, la protection vaccinale, elle est satisfaisante, même si parfois on peut voir des foyers isolés dus à des cas importés. Le problème dans les pays développés, je vais en parler, c'est qu'ils ont une réticence à vacciner leurs enfants ces dernières années. Donc, ils se posent énormément de questions par rapport à cela. Et c'est de là que naissent les foyers isolés et finalement des épidémies hivernales qui peuvent causer beaucoup, beaucoup de tort. Et il y a autre chose, je vais vous dire, ces familles-là, sans généraliser, ou ces communautés-là, ils comptent sur l'immunité des autres personnes. Donc, si moi, je me vaccine, toi, tu te vaccines, si cette personne ne se vaccine pas, elle est protégée parce que nous deux, nous sommes vaccinés. Mais plus le nombre de personnes non vaccinées augmente, plus le risque est plus élevé. Et là, ça va pour tout. Hein. Donc, ils comptent sur l'immunité collective. Physiopathologie, toujours la même démarche, parce que c'est un virus respiratoire au départ. Donc, transmission par voie aérienne. On va le retrouver au niveau de l'épithélium respiratoire, il y aura multiplication. Il va se disperser au niveau des ganglions lymphatiques locaux. Première vérémie, c'est presque le même schéma. Il n'y a que les organes cibles qui sont différents. On va le retrouver dans les tissus lymphoïdes, le thymus, la rate, les ganglions. Deuxième vérémie, va toucher le tube digestif, la peau, la conjonctive, les reins, les poumons, le foie. Par la suite, au niveau de la peau, parce que vous l'avez vu dans le tableau récapitulatif de la 5e planche, je pense, où j'ai dit que ce sont des manifestations cutanéo-muqueuses. Au niveau des cellules endothéliales, cellules épithéliales, on va retrouver le virus. Il va induire une vascularite.
un exanthème et un hénianthème qui est le syndrome de Koplik. On va voir en image c'est quoi le syndrome de Koplik. Le pouvoir pathogène, incubation 10 jours. Il faut garder en tête, le virus est incubé 10 jours, le virus va être contagieux 10 jours. La période d'invasion, ça va être un catharrhée oculonasal bronchique fébrile, caractéristique. Après 3 à 4 jours, on va avoir un hénianthème à la face interne des joues. C'est le signe Koplik. Caractéristique, donc l'hénianthème en lui-même, vous allez le voir, sont des taches blanchâtres. Un exanthème maculeux papuleux va se généraliser. Ça va commencer derrière les oreilles, puis se généraliser. L'exanthème, c'est une éruption cutanée. On peut appeler ça parfois un rash. C'est j'allais vous dire, c'est une manifestation dermatologique très connue. Hein. Éruption érythémateuse cutanée qui va être diffuse ou elle peut être même aiguë, le plus souvent transitoire. Et la caractéristique, elle peut s'accompagner d'un hénianthème, ce qui est le cas là. Après une semaine, il y aura fin de la maladie. Donc, incubation, la contagion qui va durer pendant 10 jours, une période d'invasion, donc écoulement oculonasobronchique important. Après 3 à 4 jours, des manifestations dermatologiques, un hénianthème caractéristique, donc lors de l'examen clinique, on peut le voir dans le signe ou le syndrome de Koplik, et un exanthème maculeux papuleux généralisé dans le corps, au niveau du corps. Voilà. Voilà l'exanthème, comment ça apparaît au niveau du corps, généralement, j'allais vous dire, chez l'enfant toujours. Caractéristique, dermatologiquement, on le reconnaît très rapidement. Le signe de Koplik, donc avec un abaisse-langue, on fait introduire au niveau de la joue interne. J'allais vous dire, on a l'impression que ce sont des tout petits kystes blanchâtres, mais caractéristiques avec les signes cliniques. Les complications, surtout chez l'enfant fragile, immunodéprimé ou dénutri. Au départ, on va avoir une laryngite, une otite et une bronchopneumonie. Par la suite, donc c'est toujours le même schéma. L'arbre respiratoire, le haut arbre respiratoire va être contaminé. Par la suite, on peut avoir une pneumonie interstitielle à cellules géantes. Les complications neurologiques graves sont rares, mais ils sont bien présentes, malheureusement. On peut avoir quoi? Une encéphalite aiguë morbilleuse. Donc, on peut l'avoir, un malade sur 1000 cas, survient généralement 5 à 7 jours après éruption, 10 à 20% de mortalité. Séquelles neurologiques graves dans 20% des cas. Donc, j'insiste par rapport à la complication de la rougeole, s'il vous plaît. Encéphalite aiguë morbilleuse. Par la suite, on peut avoir aussi une encéphalite aiguë progressive chez l'immunodéprimé. Et j'allais vous dire, pour moi, ce qui est le plus dangereux, c'est qu'on peut avoir la panencéphalite sclérosante subaiguë, l'abréviation PESS. Certes, c'est rare puisque c'est un cas sur 300 000 cas de rougeole. Donc, c'est une encéphalopathie dégénérative très rare, mortelle, qui va survenir 1 à 15 ans après la rougeole. Donc, vous imaginez, votre petit fait une rougeole disons à l'âge de 3 ans, 4 ans. 15 ans après, il a une panencéphalite sclérosante subaiguë. Donc, déjà, pour poser le diagnostic, je ne vous raconte pas la problématique parce qu'on n'y pense pas forcément. Et même quand on dit les antécédents médicaux, au départ, on ne revient pas jusqu'à l'âge de 3, 4 ans, 5 ans, qui semble être dû à une infection virale persistante par un virus défectif. J'insiste par rapport à la complication de la rougeole. C'est clair? Donc, on peut avoir l'encéphalite aiguë morbilleuse, un cas sur 1000. Elle va survenir tout de suite après l'éruption. La gravité, elle est élevée dans le cas où il y a 10
à 20% de mortalité. C'est énorme quand vous voyez qu'il y a une prévention. C'est de ça que je vous parle. Séquelles neurologiques graves dans 20% des cas. L'encéphalite aiguë progressive chez l'immunodéprimé, elle est connue. La panencéphalite sclérosante subaiguë, très rare. La caractéristique, elle va survenir 1 à 15 ans après la rougeole. Donc, gardez bien ça en tête. Voilà une figure qui va résumer la progression de la rougeole. Je vous ai dit, c'est un virus très contagieux. Donc, vous avez 10 jours d'incubation. Par la suite, donc, et en haut, il y a l'excrétion du virus. Vous voyez comment, à quelle fréquence il est sécrété et quand est-ce que la charge virale elle est très élevée. Donc, au départ, donc multiplication, et certes, c'est un virus contagieux, on le retrouve, il n'y a pas de clinique. Au 10e jour, on va avoir un catharée oculonasal. On va avoir une laryngite, une bronchite, une pneumonie. C'est au 14e jour approximativement qu'on va avoir une éruption cutanée généralisée, un éanthème et un exanthème. Et par la suite, soit lors des complications, on peut avoir une encéphalite, même si c'est rare, 1 sur 1000 cas, encéphalite morbilleuse. Et le plus dramatique pour moi, c'est la panencéphalite sclérosante qui peut survenir même 15 ans après le cas de rougeole. Le diagnostic virologique n'est guère utile dans les formes typiques, cliniques évocatrices. Je ne voulais pas vous dire dès le départ, mais les Paramyxoviridae, le diagnostic est posé cliniquement avant même qu'il soit un diagnostic virologique. La clinique est tellement évocatrice et caractéristique que c'est posé. Il peut être utile qu'en test dans les cas atypiques, en zone vaccinée, surtout je vous ai dit, ça cause des épidémies hivernales ou dans des situations particulières. L'adulte, de façon générale, mais l'adulte qui est immunodéprimé notamment, la femme enceinte ou l'immunodéprimé, et pour les formes neurologiques tardives. Donc, si quelqu'un fait rigoureusement un interrogatoire et il faut que les parents se rappellent que, par exemple, leur fils, il a eu une rougeole à tel âge et ainsi de suite, c'est là où on peut évoquer le diagnostic et la confirmation ne peut être faite que par le diagnostic virologique. L'immunofluorescence directe à la recherche d'IgM ou une séroconversion. Vous savez tous c'est quoi une séroconversion? Enfin, je l'espère. Bon, tout simplement, soit généralement, pour tous les prélèvements virologiques sanguins, on va faire 2 prélèvements à 15 jours d'intervalle. Soit c'est négatif au départ et ça se positive par les IgM, IgG, soit on a une trace, donc les IgG sont un seuil très faible, et finalement, quand le deuxième prélèvement 15 jours après est fait, le taux d'anticorps d'IgG est très élevé. C'est ça la séroconversion. La détection du virus va se faire dans le LCR parce que lors d'une encéphalite, on va faire automatiquement une ponction lombaire ou biopsie cérébrale dans les affections neurologiques. Rechercher une synthèse d'anticorps anti-rougeole, antitrachéal. Le rapport de ces anticorps sérum sur les anticorps du LCR doit être inférieur à 40. Donc, je vous dis, le diagnostic virologique de la rougeole est très important, notamment lors des complications neurologiques. Le traitement et la prévention, essentiellement préventif. La vaccination. Donc, vaccin vivant atténué. Je vous ai mis la souche, mais vous n'êtes pas obligé d'apprendre la souche. Hein. C'est déjà, si vous gardez que pour la rougeole, il y a un vaccin, et vous pouvez faire l'abréviation VVA, donc vaccin vivant atténué. Une seule injection est nécessaire, elle offre une protection définitive et entraîne une séroconversion chez 95% des sujets. Vous réalisez, on a un moyen de prévention connu, je vais vous dire, pas cher, parce que maintenant ça s'est démocratisé, qui peut éviter des catastrophes et des drames familiaux avec une seule injection. Et bien sûr, il va être contre-indiqué chez la femme enceinte et chez l'immunodéprimé. Les complications liées au vaccin sont rares, 10 fois moins que celles du virus sauvage.
je vous ai parlé au départ qu'il y a des communautés où ils ne veulent pas faire vacciner leurs enfants parce qu'il y a des complications, il y a des études par rapport à cela. Mais je vous ai dit, les bienfaits du vaccin sont beaucoup plus élevés que le risque d'avoir une rougeole et sa complication. La séroprévention va concerner les sujets non humains, fragiles ou immunodéprimés. L'administration de gamma-globuline dans les 5 jours qui suivent le comptage donne une séroprévention ou une séroatténuation. Donc, tout cela, c'est pour empêcher l'encéphalopathie de s'installer. On passe à notre quatrième virus, le virus respiratoire syncytial, dans l'abréviation VRS. Donc, c'est un virus qui a été isolé en 1956 chez les enfants atteints de pneumopathie ou laryngite. L'une de ses propriétés essentielles, c'est la formation de syncytium en culture cellulaire. Donc, c'est un virus respiratoire, je ne cesse de le répéter depuis le début, syncytial ou VRS, l'abréviation. Pathogénie, donc après l'infection, la production des anticorps est réduite chez l'enfant dont l'âge est inférieur à 6 mois. Donc, il y a une immaturité du système immunitaire ou un effet suppresseur des anticorps maternels. Le taux de ces anticorps sériques diminue au cours des 6 mois, suivant la primo-infection pour devenir indétectable. La réinfection va induire une réponse importante, protectrice, qui dure longtemps. Donc, au départ, les nouveau-nés sont protégés grâce aux anticorps de leur maman. Par la suite, à partir de la disparition des anticorps de la mère, au premier contact avec le VRS, il va avoir une réponse exagérée au virus respiratoire syncytial. En hiver, je vais vous dire, je vous l'ai dit auparavant, les bronchiolites, les hospitalisations, notamment dans les pays développés liées aux détresses respiratoires, sont causées le plus souvent par le VRS. Chez l'adulte, l'immunité locale intervient dans la protection du tractus respiratoire supérieur et les anticorps sériques dans les protections du tractus inférieur. La réponse cellulaire est plus importante chez l'enfant faisant une forme sévère ou une infection du tractus inférieur. Cette immunité intervient dans l'évolution de la bronchiolite vers l'insuffisance respiratoire grave. Donc, je vous dis VRS, vous me dites jeune enfant, c'est la majorité des cas d'hospitalisation des insuffisances respiratoires. Le pouvoir pathogène. Donc, l'infection par le virus respiratoire syncytial survient très tôt dans l'enfance. On est en contact, donc j'allais vous dire, à partir de 6 mois de naissance, en hiver, il va contracter un VRS. Environ 50% des enfants s'infectent avant l'âge de 1 an. 100% des enfants de 3 ans. Donc, si vous les mettez en collectivité, crèche, jardin d'enfants, garderie, automatiquement, il va vous faire une bronchiolite. Et ce que les parents voient le plus souvent, dès qu'on les met en collectivité, les enfants, le premier hiver, je vous assure, ils ne s'en sortent pas. Tous les 15 jours, ils sont chez le pédiatre parce que la bronchiolite, soit c'est un para-influenza, soit c'est un VRS, c'est connu. Hein. Et si ce n'est pas le A, ça va être le B, et ainsi de suite. Il donne des localisations cliniques variées. La bronchiolite, qui va constituer l'aspect le plus typique. L'infection respiratoire bénigne chez l'adulte. Donc, le problème se pose surtout chez l'enfant. Quand je vous dis VRS, vous me dites infection pédiatrique, bronchiolite. C'est la plus importante. Quand on doit classer les paramyxoviridae, quel est le virus le plus responsable des bronchiolites chez l'enfant? Vous allez me dire le VRS. Infection respiratoire bénigne chez l'adulte, sévère chez l'immunodéprimé, bien sûr le sujet âgé. Le diagnostic virologique, ça va être un diagnostic direct. Le prélèvement, aspiration nasopharyngée ou écouvillonnage nasal. Aspiration trachéale ou bronchique chez les sujets intubés. La détection du virus va se faire c'est toujours les mêmes techniques à presque. Immunofluorescence directe, ELISA. L'isolement du virus, ça va être difficile
parce que l'ECP, l'effet cétopathogène, le syncytium avec les inclusions intracytoplasmiques. Le diagnostic indirect, il a peu d'intérêt chez les nourrissons parce que la quantité d'anticorps, elle est faible et la présence d'anticorps maternels, sauf quand on recherche les IgM. L'une des pistes les plus connues et laquelle les pédiatres s'attendent, j'espère, du moins pour pouvoir l'utiliser, ça va être les PCR multiplex. Les PCR multiplex, ce sont des PCR syndromiques. Ça va fonctionner par syndrome. Donc, maintenant, par exemple, je vous ai dit infection respiratoire. Dans cette PCR-là, il va y avoir les amorces de tous les virus responsables d'infection respiratoire. Et du coup, quand c'est un VRS, il va nous indiquer. C'est rapide, c'est efficace, ça reste cher, ce n'est pas démocratisé. Et je ne connais pas beaucoup de laboratoires, du moins en Algérie, qui en possèdent ou qui travaillent avec. Mais je voulais vous dire qu'il y a une approche de syndrome, puisque là, le cours est basé, il y a beaucoup d'éléments cliniques et syndromiques. Du coup, la multiplex, c'est comme si on ne sait pas c'est quoi le virus. Je fais une PCR et ça va me donner le virus responsable de mon infection respiratoire. Donc, de façon abrégée, j'ai repris le diagnostic de l'infection respiratoire par l'immunofluorescence directe. Donc, on a au départ notre prélèvement, donc soit le prélèvement nasopharyngien. Par la suite, on a des anticorps monoclonaux antivirus respiratoire syncytial, lavage, la fluoricine, un anticorps anti-IgG qui contient une fluoricine, lavage, et la lecture au microscope, bien sûr dans une chambre noire et grâce à un microscope à fluorescence. Le syncytium, où je vous dis formation de syncytium, ça va être une grande cellule avec plusieurs noyaux. Ça va être caractéristique. On a le noyau et là, ce sont les inclusions iosinophiles intracytoplasmiques. Voilà une image du syncytium en lui-même. On a terminé avec le virus, le VRS. On passe brièvement une planche sur le métapneumovirus humain, HMPV, qui fait partie toujours des pneumovirinae. Donc, pneumovirinae, il y a les pneumovirus où il y a le virus respiratoire syncytial et il y a les métapneumovirus humains. C'est un nouveau virus, quand on dit nouveau, donc il a été découvert en 2001, au Danemark notamment. Il est proche du virus respiratoire syncytial. Il cause aussi l'épidémie hivernale, il cause aussi des épidémies hivernales moins graves que le virus respiratoire syncytial, donc il ne cause pas de détresse respiratoire. On peut arriver jusqu'à une bronchiolite. Agent de bronchiolite du nourrisson. Technique de mise en évidence, c'est la RT reverse transcriptase PCR. Et je viens de vous parler de l'importance du diagnostic par PCR multiplex. C'est un mot-clé, c'est une recherche syndromique. Le virus Andra INEPA, donc pour ce virus-là, c'est partie du genre Paramyxovirinae, mégamyxovirus, virus Andra INEPA, sont deux virus émergents. Il y a 3 mots à dire sur ce virus-là. Le virus de Andra INEPA, classé précédemment dans le genre Mirbelovirus, ont suscité la création d'un nouveau genre, celui de Inipavirus. Ils sont apparus respectivement chez les chevaux et les porcs. Je vous ai dit dans la première planche, donc les Paramyxoviridae touchent l'homme et les animaux. Lorsque ces virus sont transmis à l'homme, ils affichent un taux de mortalité important, donc environ 30%. C'est élevé, mais heureusement, il n'y a pas de transmission d'homme à homme, d'où le nombre de cas qui n'est pas si élevé que cela. Voilà, on a terminé avec la famille des Paramyxoviridae. Donc, je veux voir vos questions là, si vous en avez, s'il vous plaît. Attendez.
Ah, elle m'a dit le son est bas. Je viens de le voir. Ah, je suis désolée, j'ai pas, je sais pas, c'est leur micro et du coup, je savais pas. D'accord, je vais reprendre. Alors, je suis désolée pour le son, hein, je viens de voir le message. Euh, vous avez une boîte mail, sinon parce que peut-être que je pourrais pas remettre le cours sur la plateforme. Si quelqu'un a une boîte mail, je vais noter, je vais vous envoyer sur la boîte mail de la promo. Quelqu'un a une boîte mail, s'il vous plaît? Alors, alors, d'accord. Attendez, je vais vous noter. Voilà. Je envoie deux, trois, je suis une déléguée. Voilà, Triel, c'est la déléguée. Je vais essayer d'envoyer au maximum, mais sinon, vous allez le retrouver chez la déléguée. Alors, vous voulez qu'on reprenne, gardez en tête, c'est quoi? C'est une famille, c'est une famille de virus qui contient plusieurs virus. C'est pour ça que j'essayais d'avancer un peu. Ils ont les mêmes caractéristiques par rapport à la structure. Donc, gardez un peu la classification, les caractéristiques. Je vais même pas aller vers la classification. Je vais vous dire, il faut garder en tête quels sont les virus qui appartiennent à la famille des Paramyxoviridae. Voilà. J'ai essayé de résumer au maximum par rapport aux infections respiratoires. Qu'est-ce qu'on a comme symptomatologie au niveau des infections respiratoires? Qu'est-ce qui peut, qu'est-ce qui peut apparaître comme infection cutanée? Je pense que j'ai insisté sur deux, trois points par rapport à la clinique, parce que je sais que vous n'êtes pas familiarisé par rapport à la clinique, mais c'est important. Le diagnostic virologique, je, il est important de façon générale. On ne peut pas y échapper. Vous voyez, dans l'épidémie dans laquelle on est, la pandémie, ce n'est pas qu'une épidémie, la pandémie, le diagnostic de référence du coronavirus, c'est RT-PCR. C'est la même chose. Donc, je vous ai dit, la modernité là, c'est que c'est des approches syndromiques, c'est les PCR multiplex. Pour tout ce qui est para-influenza, généralement, c'est inutile. Donc, là où c'est le moins grave, le diagnostic virologique n'aura pas tellement son importance, sauf pour bien sûr, les enquêtes épidémiologiques. Je vous ai dit les objectifs du cours. Donc, quand je vous dis cycle de multiplication, c'est que vous sachiez les étapes du cycle de multiplication. Quand je dis apprendre, c'est connaître par cœur. Quand je dis connaître, c'est avoir une notion sur la chose. Voilà. Je vais essayer de revenir vers. Alors, tout à l'heure, votre collègue m'a dit pour l'abréviation H, c'est l'imaglutinine. Pour l'abréviation N, c'est la noraminidase. Pour la protéine F, c'est la protéine de fusion. Pour la P et la L, les polymérase. Pas d'autres questions? Merci à vous. Je vais essayer de. Voilà.
Vous pouvez aussi faire une comparaison par la suite si vous avez fait le cours de la grippe avec les orthomyxoviridae. Donc, vous allez avoir les deux structures paramyxoviridae, orthomyxoviridae. Vous allez voir que le virus de la grippe, il est segmenté. Le virus des paramyxoviridae n'est pas segmenté. Ce sont les deux virus à ARN. Le virus de la grippe est le plus intéressant. D'abord, c'est un seul virus. Vous allez le traiter comme seul cours. Après, les éléments les plus importants, vous allez le voir, c'est pourquoi je vous dis c'est plus intéressant? C'est plus intéressant sur un plan virologique parce qu'il y a la cassure antigénique, il y a le glissement antigénique, alors que là, c'est plus de la clinique. Quand je vous dis la forme visage en poire, les parotides par rapport aux oreillons, c'est caractéristique. Je vous assure, il passe de diagnostic sur la clinique, l'amylase et la lymphocytose. Bien sûr, par la suite, il y a d'autres éléments qui peuvent rentrer en compte, mais en premier lieu, ça va être cela. Je pense que vous avez compris que les virus les plus importants, c'est les oreillons, la rougeole, le virus respiratoire syncytial. Les autres sont que des indications que vous devez connaître, vous devez savoir.